Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du roman La Ligue des Aigles Bleus, le monde meilleur, de l'auteur André Gaille, auteur aussi d'un premier roman, Le monde meilleur, réflexion sur l'avenir du monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un invité de marque, André Gaille, donc l'auteur de ces romans, en personne, qui a accepté de participer à cette vidéo. Et pour cette 200e vidéo, je vous propose ce format un peu spécial avec justement la présence de l'auteur de ce roman. Et c'est pour moi une chance que je partage avec vous pour cette 200e. Bonjour André, merci d'être là. Bonjour à tous. Donc ce roman, c'est une histoire de réflexion sur le monde d'aujourd'hui. On y aborde différents sujets d'actualité comme le réchauffement climatique, la paix dans le monde ou la pauvreté. Et donc les sujets sont abordés de manière philosophique au travers d'une belle histoire de relations humaines. Donc, et André, tu as choisi le monde international justement où les personnages vont évoluer. Donc ce que j'ai bien aimé dans ton œuvre, c'est l'articulation entre les personnages fictifs et les personnalités réelles connues dans le monde. On y découvre avec surprise et aussi avec plaisir certains personnages comme Shakira, la fameuse chanteuse colombienne, ou alors Didier Drogba du monde du football, et aussi Georges Clooney dans le monde du cinéma. Alors, c'est plutôt sympa de les voir, les imaginer dans cette histoire. Finalement, on se projette bien dans l'histoire et c'est vrai qu'on a envie d'y croire, et on a envie aussi que cela se passe comme ça dans la vraie vie. Alors, pour moi, c'est un roman qui apporte un brin d'optimisme, de tranquillité dans ce monde un peu morose et agité. Et ce roman offre vraiment un temps de pause. Et donc, André, tu y apportes aussi beaucoup de tes connaissances. Merci de l'avoir imaginé. Dans notre vidéo, on ne pourra pas voir toute l'intégralité du roman. Cela prendrait trop d'heures finalement. Donc, je vous invite à vous procurer ce roman et le lire tranquillement chez vous aux éditions Le Lys Bleu. Alors, André, pour notre vidéo, j'ai retenu quelques passages et qui m'ont particulièrement marqué. Donc, par exemple, tu écris le positif l'emportera, je te cite, toujours sur le négatif, c'est une loi universelle. Que peux-tu nous dire sur cette loi justement universelle, André? Oui, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas gratuit. Il y a quand même des conditions à remplir. Ce point a été évoqué par Isabelle, qui est la coach des Aigles Bleus dans le livre, quand elle discute avec Kylian. Elle lui explique les conditions pour que ça marche. Donc tout d'abord, il faut réunir ce qu'elle appelle des bonnes volontés, des personnes motivées qui ont la volonté de faire changer les choses. Et bien sûr, c'est le cas de Maryse Doudoyen, l'héroïne du roman et des Aigles Bleus. Ensuite, comme le fait remarquer Kylian, ce n'est pas suffisant. Comme on dit couramment, la bonne volonté ne suffit pas. Et Isabelle lui donne raison. Elle ajoute qu'il faut, en dehors de la bonne volonté, il faut ajouter la connaissance, la solidarité et l'action efficace. C'est aussi, c'est un peu comme dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Si on a une bonne équipe, avec des gens bien formés et motivés, les projets sur lesquels ils vont travailler vont réussir. Si on réunit toutes ces conditions, je pense que le positif l'emportera toujours sur le négatif et les obstacles seront surmontés les uns après les autres. Très bien, merci pour cette réponse déjà. Aussi, André, tu parles de fatalisme chez la plupart des Asiatiques. Qu'est-ce qui te fait dire cela et as-tu une anecdote à partager justement? Oui, enfin je pense que ça vient de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a l'influence de la tradition des philosophies, des religions. Dans les philosophies asiatiques, le bouddhisme, le taoïsme ou l'hindouisme, on enseigne l'acceptation du karma, c'est le destin
qui est aussi considéré comme l'ordre naturel des choses. Il y a aussi la pensée asiatique, que la collectivité est plus importante que l'individu. Il y a un proverbe chinois qui dit « plutôt que de lutter contre le vent, il faut apprendre à orienter la voile ». Par contre, en Occident, on pense un peu différemment. Le christianisme encourage la responsabilité individuelle et la pensée que chacun peut influencer les événements. Dans les philosophies grecques aussi, ou même la mythologie, on place aussi la liberté de l'homme au centre et la capacité de comprendre le monde, de le changer. On est maître de son destin, il faut se battre pour réussir, c'est un peu ça la philosophie. Pour les Asiatiques, en fait, le chemin est plus important que l'objectif, et pour nous, occidentaux, ce qui est plus important, c'est l'objectif. En fait, c'est deux façons différentes de voir les choses. Et après, on ne peut pas dire que l'une vision est meilleure que l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup d'occidentaux qui s'orientent vers les philosophies asiatiques et aussi des Asiatiques qui partagent les valeurs occidentales. Très bien, intéressant tout ça, oui. Et aussi André, tu as beaucoup voyagé et tes voyages t'inspirent, on le sent vraiment dans ton livre. Et tu évoques la Chine, où tu as vécu justement en Chine pour des raisons professionnelles. Et tu décris la Chine comme cette grande nation. La Chine est essentielle pour l'avenir du monde. Et le point que tu soulèves, c'est vraiment très d'actualité. Et oui, on peut dire que la Chine, c'est le moteur économique qui tire les économies mondiales. Et d'ailleurs, les économistes scrutent de près les dépenses des Chinois, que ce soit dans le secteur du luxe ou alors de l'automobile. Donc la Chine joue un rôle énorme aussi dans l'économie mondiale avec les terres rares. J'ouvre une parenthèse, on entend beaucoup parler justement des terres rares. Ces terres justement qui sont un sous-ensemble des métaux rares qui se composent en 17 métaux. Et vous savez, ces matériaux de base en fait sont indispensables pour produire les semi-conducteurs que l'on retrouve dans vos téléphones portables et les voitures. Alors, c'est vrai qu'on en trouve un peu en France, Massif Central ou Bretagne, mais la Chine reste quand même le premier producteur mondial. Donc, je ferme ma parenthèse. Alors, dans ton roman, André, tu précises aussi qu'il faut toujours demander l'autorisation aux autorités chinoises pour toute entreprise. Et lorsque tu as travaillé en Chine, comment étaient les relations avec les Chinois ? J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les Chinois, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, il faut comprendre qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Il y a les valeurs chinoises, asiatiques, et les valeurs occidentales sont complètement différentes. Par exemple, il y a un point très important pour les Chinois, c'est le fait qu'il ne faut pas perdre la face, en particulier devant les autres. Donc il faut faire attention quand on a quelque chose à leur dire, il vaut mieux le dire en privé, et puis adopter aussi les termes appropriés. Ensuite, effectivement, il y a la notion de hiérarchie. À la fin, c'est toujours le chef qui prend la décision, ou le responsable. Oui. Donc, quand on prend une direction, il faut s'assurer que le responsable est d'accord. Si ce n'est pas le cas, il faut mieux discuter un peu avec lui. Sinon, c'est un risque important d'échec ou de problème. Mais bon, pour résumer, si on respecte leur façon de penser, c'est très agréable et très intéressant de travailler avec les Chinois. D'accord. Et c'est vrai qu'on en a parlé là cette semaine, l'ouverture des magasins Chine en France. On va devoir peut-être travailler avec les Chinois en entreprise, par exemple en boutique Chine. Alors, André, j'aime beaucoup aussi le passage, je te cite, nous sommes tous responsables les uns des autres, le monde est un miroir, il faut trouver un moyen de solutionner les problèmes des autres pour nous regarder sans culpabilité dans un miroir. Est-ce que c'est ce que tu fais tous les matins, André ? Non, pas vraiment, mais par contre, je pense que ce point est très important pour moi. C'est important à bien comprendre. Je pense peut-être on pourrait appeler ça la privatisation des consciences. C'est-à-dire, l'idée de base, c'est qu'on ne fait pas seulement le bien par bonté d'âme, mais on le fait parce que c'est notre intérêt en fait.
c'est du bon sens. Si on ne règle pas les problèmes des autres, on ne sera jamais tranquille en fait. Il faut le faire parce que c'est notre intérêt et c'est l'intérêt pour l'évolution du monde aussi. Le monde est un miroir et effectivement comprendre cela, ça peut nous aider dans la vie quotidienne, dans les décisions qu'on prend. Mais en plus, je dirais que c'est applicable aussi pour les États. Par exemple, je suis persuadé qu'on ne réglera jamais les problèmes d'immigration si on ne réduit pas la différence entre les pays pauvres et les pays riches. C'est du bon sens en fait. Donc dans mon livre, Maryse Ledoyen, qui est secrétaire générale de l'ONU, elle en fait un de ses objectifs, réduire, aider les autres pays à se développer. Oui, c'est vrai que c'est très d'actualité aussi. Alors, on a beaucoup, en fait, ce roman est vraiment très, un peu le monde idéal, mais il y a quand même des passages un peu réalistes malgré tout. Donc, tu as parlé aussi des avancées dans les sciences, la technologie ou la recherche médicale, qui avancent mais qui ne garantissent pas notre avenir. Donc, c'est encore un sujet d'actualité, des progrès techniques. D'ailleurs, le prix Nobel de l'économie 2025, justement, indique dans ses travaux que c'est très important de considérer le progrès comme facteur de progrès justement pour l'économie. Et ce n'est pas un progrès qu'il faut considérer comme acquis et qu'il faut continuellement innover dans le domaine des hautes technologies. Et penses-tu justement que la France manque d'ingénieurs en termes de recherche sur l'innovation technologique, André? Non, je ne pense pas que la France manque d'ingénieurs. En fait, on a beaucoup de très bonnes écoles en France. Des très bonnes écoles d'ingénieurs, assez nombreuses aussi. Il y a eu beaucoup de créations de nouvelles écoles d'ingénieurs récemment. Mais pour moi, le principal problème, c'est qu'on a du mal à développer l'esprit d'entreprise et de l'innovation parce qu'il y a trop de règles, il y a trop de contraintes, il y a trop de charges sur l'échelle d'entreprise. En fait, il faudrait encourager beaucoup plus l'esprit d'initiative et de création de richesses. Il faudrait aussi beaucoup plus respecter les gens qui réussissent au lieu de les jalouser et de les critiquer. Ça, c'est une maladie française en fait. Aux États-Unis ou même en Chine, les gens qui réussissent sont beaucoup mieux considérés et valorisés que chez nous. Donc, pour résumer, je ne pense pas que la France manque d'ingénieurs, mais il faudrait mieux les utiliser et surtout savoir les garder et les valoriser. C'est vrai. Je me rappelle, dans la société où je travaillais, il y a plusieurs ingénieurs qui sont partis travailler en Allemagne parce qu'ils étaient mieux payés, mais aussi, je pense aussi, mieux valorisés. C'est vrai, tout à fait. Merci André. Aussi, tu évoques deux lois intéressantes. La loi de Murphy. Si un événement avec des conséquences graves est prévu par les scientifiques, c'est inévitable que cet événement arrive un jour ou l'autre. Je ne connaissais pas cette loi. Et la loi de Maya, donc, qui peut venir au bout de la fatalité. Donc, si on utilise ce que la nature donne, le bien est toujours supérieur au mal. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser cette loi au quotidien, ce que tu indiques dans ton roman. Est-ce que toi, tu l'utilises au quotidien et combiner la loi supérieure et classique, est-ce possible au quotidien? Oui, en fait, dans mon roman, là, je parle de ces deux lois. Bon, la loi de Murphy, qui est connue par les scientifiques, en fait, c'était un ingénieur américain. Le principe de la loi de Murphy, en fait, il y a une probabilité qu'une chose échoue, alors ça échouera inévitablement. Bon, donc ça c'est quand même un peu pessimiste. Et donc la loi de Maya que j'ai développée dans le livre, c'est au contraire beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire la base, si on fait tout ce qui est nécessaire pour résoudre un problème, avec du bon sens et de la bonne volonté, il sera résolu obligatoirement. Et ça, c'est un principe que j'ai vérifié plusieurs fois dans mon expérience professionnelle, en Europe ou en Chine. Tous les projets qu'on a faits avec une équipe motivée, un état d'esprit positif,
On a toujours réussi. Hein. Mais bon, là c'est pareil, c'est comme ce que je disais au début de l'interview, il y a des conditions à remplir. Bon, déjà, il faut connaître cette loi de Maia. Hein. La loi de Murphy est très connue, mais la loi de Maia, c'est tout nouveau. Et ensuite, bon, il faut, comme ce que j'avais dit au début, la connaissance, la patience, la détermination. Ça prend du temps, mais bon, j'espère que cette loi, la loi de Maia, pourra s'appliquer bientôt à toute la planète. Oui, c'est très optimiste, hein. C'est vrai que c'est un roman vraiment beaucoup basé sur l'optimisme. Merci André donc, pour ta réponse. Alors une dernière question, hein. Tu as réussi à parler de fission nucléaire, de E égale MC2, le lien entre la matière et l'énergie. Tu parles de Big Bang, tu y trouves de la magie en fait dans la transformation de la matière en énergie. N'as-tu jamais envisagé de donner des cours de sciences physiques aux jeunes, justement pour leur donner goût à cette discipline? Parce que moi, quand j'étais au collège, forcément, la physique et moi, ça faisait deux. Et j'aurais bien aimé avoir un prof, justement, qui donne envie de nous intéresser à cette matière. Mais en fait, je l'ai déjà fait. J'ai déjà eu une expérience de prof maths physique au début de ma carrière et période de transition. Hein. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup intéressé. Hein. J'aime bien enseigner aux jeunes. Oui. Bon, maintenant, je suis en pré-retraite amiante. J'ai pas le droit de travailler, en fait. Ah, c'est pour ça, donc. D'accord. Mais je sais pas, il y a peut-être des possibilités en bénévolat. Mais bon, c'est vrai que j'avoue, j'ai pas trop cherché. Enfin, pour l'instant, je privilégie l'écriture des livres. Mais c'est une chose que je pourrais faire, effectivement. D'accord, très bien. Qui me plairait. Oui, j'imagine, hein, parce que tu as tellement de connaissances. C'est vrai que le partage, c'est très important. En fait, c'est important, c'est de vulgariser, quoi. Oui, la physique, c'est souvent assez compliqué, mais il faut arriver à expliquer avec des mots simples. Il y a un passage intéressant justement, et j'ai essayé vraiment de le lire plusieurs fois. La physique, c'est pas trop mon truc, c'est vrai, mais c'est très intéressant. Donc tu as fait le lien vers justement l'autre question, la dernière question, une question plus large. Donc, finalement, ton troisième roman, il est en plein dedans, tu le sors bientôt? Oui, j'ai déjà commencé là, le troisième. C'est toujours le même thème, hein, avec la même héroïne. Mais c'est vrai que pour le moment, j'avance pas beaucoup. J'avance un peu lentement. Mais, lentement mais sûrement. Voilà, lentement mais sûrement. Très bien. Un mot de la fin, André, pour conclure notre vidéo? Mais oui, je suis très content d'avoir pu participer à cette vidéo là, pour parler un peu de mon livre. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, la mise en place d'un monde meilleur, c'est encore une utopie. Hein. Mais comme me disait ma tante qui était prof, là, le genre utopique n'est pas nouveau. Il existe depuis l'Antiquité, hein, avec Platon par exemple, qui avait écrit la République. Hein, c'était le portrait d'une république idéale. Et ce qu'elle m'a dit, c'est important parce que ça permet de réfléchir et ça donne aussi des directions pour l'amélioration des choses. Très bien. C'était le mot final. Donc, merci André d'avoir été présent à cette 200e et merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt. Merci Stéphanie.